Grimoire chromé, chapitre 2. Vous qui entrez ici. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. La maxime est inscrite sur la herse qui barre l'accès à l'arène de l'Apologium. Les gladiateurs sur le point d'entrer en scène doivent patienter derrière ce portail. Les organisateurs annoncent clairement le programme, un mélange ambigu entre compassion et cynisme. Pour Aurel, ça n'est ni l'un ni l'autre. Juste la réalité, dans ce qu'elle a de plus banal et de plus glaçant. Le jeune homme fait partie des 8 gladiateurs qui attendent leur tour pour entrer dans la compétition. Il est facile de distinguer à quel camp chacun appartient. Côté mentrice, une femme aux cheveux mauves greffés d'une paire d'ailes artificielles dans le dos, une autre à la moitié du visage dévoré par des implants cybernétiques, un type nerveux portant une combinaison intégrale et un colosse aux muscles surgonflés. Côté archante, un solide guerrier à l'épaisse barbe rousse, une mage de l'eau reconnaissable à ses tatouages bleus, et un jeune homme en pourpoint de cuir, plus lui, Aurel. Une grande différence cependant le sépare du reste du groupe. Aurel n'est pas un archante, mais un Forgotten, un habitant du Rift. Son physique lui permet de conserver son secret. La vingtaine, il ignore son âge exact, ses cheveux blonds sont rasés sur un côté et tombent presque sur l'épaule de l'autre. Il taille régulièrement le bouc qui prolonge son menton. Ses yeux verts sont pailletés d'or, c'est un atout séduction qui fait oublier la dureté impitoyable de ses pupilles de combattant. Ses choix vestimentaires contribuent aussi à la supercherie. Il arbore un pantalon de cuir et une chemise de lin. Avec sa dague glissée dans sa botte, il ressemble à un voleur ou à un mercenaire, et ça, c'est exactement l'image qu'on se fait d'un archante. Évidemment, Aurel n'a aucun implant cyber, et pour cause, ce type de matériel coûte autant que le ravitaillement annuel d'un village du Rift. Le jeune homme a beau diriger l'un des gangs les plus puissants, il n'est pas riche à ce point. Non, rien ne devrait trahir son secret, mais il reste quand même très prudent. Pour la 100e fois, il espère que les organisateurs corrompus qui ont accepté de fermer les yeux sur sa participation continueront aussi à fermer leur bouche. Bras glissés entre les barreaux, il observe le combat en cours à travers les grilles, ce qui lui donne une excuse pour tourner le dos à tout le monde et ainsi éviter d'être identifié. Il ne tarde pas à réaliser combien la maxime dit vrai. Sur le sable de l'arène, mieux vaut ne pas nourrir trop d'espoir. C'est une véritable boucherie. Des 8 combattants entrés en lice avant lui, un seul est encore debout. Sa lance à lame courbe en main, le vainqueur toise le cadavre de son ultime adversaire. Le tranchant est liseré de sang qui goutte depuis la pointe, l'arme carmine qui pleure le vaincu. Des tueurs, Aurel en a croisé des centaines, mais rarement aussi charismatique que celui-là. Sa veste de cuir renforcée de bandelettes métalliques protège son torse, ses épaules et ses cuisses. Son casque, en cuir renforcé lui aussi, mange une bonne part de son visage avant de descendre sur sa nuque. Son armure est simple, sans fioriture, mais elle dégage une aura d'une angoissante efficacité meurtrière. Le plus impressionnant reste cependant le masque grimaçant derrière lequel il se dissimule. Ses adversaires ont sûrement cru affronter un démon. L'impression n'était pas trompeuse. Ils sont tous morts. Il faut un œil exercé pour repérer le carbassier de l'armure et le nanofilament discret qui aiguise sa lance. À croire que, comme Aurel, le guerrier masqué souhaite garder son allégeance secrète. Pour qui est attentif aux détails, il ne fait cependant aucun doute qu'il travaille pour Mentrice. La 6e manche est remportée par... La voix traînante du régisseur des combats résonne dans l'enceinte. Elle est soudain couverte par le public, qui hurle le nom du vainqueur. La foule hurle, jubile, proteste, brandit des nuées de poings menaçants ou triomphateurs. On encense ou on conspue le héros du moment, en fonction de son origine ou des paris que l'on a faits. Au milieu de toute cette frénésie, Hanzo demeure impassible, sa lance pointée sur le côté, son masque démoniaque fixant sa dernière victime. Son détachement ne fait qu'accroître la folie ambiante. Voilà qui met Mentrice et Archante à égalité, 3 vainqueurs de chaque côté. La 7e et dernière manche sera donc décisive. La bronca envahit l'Apologium. Elle descend dans l'arène comme une nappe de brouillard tapisse le fond des vallées. Les murs tremblent sous le piétinement des milliers de spectateurs, au point que le sable malmené par les combats se retrouve comme tamisé. Aurel a l'impression fugitive de vibrer en harmonie avec le bâtiment, de voir les sons, si tant est que l'expression a du sens. À moins qu'il ne se mette à paniquer, tout simplement. L'Apologium qui se joue à l'ultime abolition, voilà qui n'est plus arrivé depuis 8 ans. Depuis la victoire de... Côté Archante,
Le public se met soudain à scander. Tous les regards convergent vers la loge royale, d'où le mage guerrier toise la foule avec une indifférence étudiée. Aurel, lui, ne voit que la Malka. De là où il se trouve, son visage lui reste flou, mais la majesté de sa robe blanc crème, qu'il fantasme en soi pure, suffit à l'exaspérer. La violence qu'elle lui inspire, sa soif intarissable de justice et de vengeance, se télescope avec agressivité dans sa tête et dans ses tripes. Il voudrait tant qu'elle ressente, enfin, ce qu'elle a vu dans le rift. Oui, Aurel se l'est juré. Il remettra Solis à sa place et fera retrouver au rift la sienne. Il réalise que ses mains sont agrippées à la herse et ses lèvres retroussées comme un dog en alerte. Le simple fait de s'être approché de la Malka a déclenché une réaction physique. Il se reprend vite. Pas question de se faire repérer. Il n'a jamais été en meilleure position pour atteindre son objectif. Il doit encore faire preuve d'un peu de patience. Alors que l'arène se vide de ses combattants, les hurlements du public se taisent graduellement, remplacés par le bruissement de la foule. Les spectateurs se lèvent, commentent le combat, ailent les drones ou les dragonnets qui sillonnent les travées pour apporter nourriture et rafraîchissement. Les archantes se regroupent autour de ceux qui ont sorti leur instrument fétiche pour faire passer le temps, réunis par la musique, comme autour d'un feu de camp convivial. Ici, une femme aux mains couvertes de henné rafraîchit magiquement la melte mousseuse de qui le lui demande. Là, une joueuse d'harmonicastes particulièrement douée utilise la glyphe de l'air qui marque sa gorge pour n'avoir à jamais respiré, ce qui rend son interprétation exceptionnelle. Ailleurs, un vieillard espionne les jolies génétiques du camp d'en face. Il plisse les yeux dans l'espoir de forcer le tatouage de longue vue qui lui dessine de faux sourcils. Hélas, s'il lui a assuré une fructueuse carrière de vigie dans la cité pirate d'Alvilide, la magie ne suffit désormais plus à compenser sa cataracte. Les mentris, eux, rêvent avec leurs proches, partageant par réalité virtuelle leurs impressions sur le combat qui s'achève, leurs pronostics pour celui qui s'annonce. Ils contactent les Mantrix, leurs ancêtres qui ont été choisis pour télécharger leur esprit dans la Noria. Les vivants apportent des nouvelles aux morts, les morts évoquent les anciennes éditions de l'Apologium aux vivants. Un petit groupe partage des données via leurs implants neuronaux, rythmant les échanges pour que les rémanences colorées forment une sculpture de lumière. Les échanges vont bon train entre les spectateurs, dont la plupart ne sont présents que par persona interposée. De fait, il est du dernier chic de payer son billet pour l'Apologium, tout en restant tranquillement dans le confort de la cité-continent de Mantris. Hanzo finit par quitter l'arène dans l'indifférence. Les annales de l'abolition retiendront son nom, mais le public, lui, est déjà passé à autre chose. Aurel observe tout cela avec fatalisme. Étant né et ayant grandi dans le Rift, il est habitué au désintérêt d'Arcante et de Mantris. Il profite de son poste d'observation pour mieux prendre la mesure de l'Apologium, long ovale de 400 coudées. Posés dans les gradins de l'arène, deux peuples se font face. Par l'ouest, les Arcantes. Par l'est, les Mantris. Les deux puissances rivales se disputent jusqu'à leur mépris du Rift. Les pierres de l'Apologium fixent l'immuabilité de ce face-à-face. Malgré la distance, Aurel ressent la tension pénétrer ses os. Instinctivement, il se tourne vers l'ouest, vers la fureur des sons et des magies. De l'ouest tombent les huées les plus vives. Venus de tous les royaumes d'Arcante, les gens dansent et chantent sur les gradins sans discontinuer. Ici, ils se tortillent, roulant dans leurs vêtements diaprés. Là, ils balancent leurs bras à l'aller et au retour de vagues brèves et fébriles. On devine plus haut les coiffes les plus insolites. Plus haut encore, des gens mal fagotés qui haranguent, tapent et tonnent. Mais de haut en bas, ils frappent et crient en chœur, tous débordant des mêmes rythmes. Malgré lui, Aurel souffle plus fort, son cœur au diapason des battements sourds de cette foule. L'architecture qui surplombe les spectateurs arcantes magnifie plus encore leur puissance. Un immense mur d'enceinte en pierre ouvragée se découpe en 7 arches monumentales, percées de rosaces, comme la façade arrondie d'un temple. La lumière traversant les vitraux sublime les 7 magies arcantes, leurs couleurs exaltées par les rayons de Galana, le seul des 2 soleils à briller en ce jour. De ce côté de l'arène, le chiffre 7 se décline, un symbole partout visible. 7 pour les 7 territoires du royaume, les 7 archômes et leurs 7 magies, l'eau, la terre, la nature, l'air et le feu, la lumière et l'ombre. Au bas de larges escaliers, 7 imposantes statues figurent les primus légendaires. Même le plus isolé des Forgotten a entendu parler des premiers mages de l'histoire. Les 3 femmes et les 4 hommes qui, il y a 500 ans, ont signé un pacte avec les forces élémentaires pour percer les mystères de la magie et en répandre l'usage dans les territoires de l'Ouest.
La moitié de l'apologium tremble et retentit des clameurs impétueuses de la magie arcante. Et Aurel, malgré lui, se sent pris. Au milieu de l'arène s'opère un changement radical. Ce n'est pas seulement une rupture dans l'architecture, c'est le basculement dans un autre monde. Car l'Est appartient à Mantris. L'autre moitié de l'apologium, consacrée à la cité-continent, s'élance crânement vers le ciel. L'enceinte en demi-cercle accumule les invraisemblances, se jouant des lois de la gravité. Séparés par plusieurs mètres de vide, de gigantesques panneaux en cristal imposent à la vue les prouesses de Mantris. Vrais géants de lumière, l'élite combattante de la grande cité, des guerriers cybernétisés, des sabreurs aux proportions parfaites, des robots tueurs d'allure impitoyable, tous défilent comme des mannequins sur un podium. Comme des soldats à la parade. Raille Aurel. Il doit quand même l'avouer, Mantris sait y faire. Une débauche de lumière déferle en vagues sur les gradins, faisant scintiller la moindre babiole de métal, poudrant l'air comme font les particules de glace en hiver. Une profusion d'hologrammes sans cesse mouvants et changeants amplifie cette grande oscillation radieuse, traversant et éclaboussant des spectateurs hilars. Pernicieuses et inarrêtables, des publicités font intrusion par dizaines, saturant l'espace visible de leurs pétillantes illusions. De courtes séquences vantent le dernier cri des Biust et autres produits miracles, affichent des innovations génétiques fascinantes ou étranges, dévoilent des bancs fous de robots nués et des engins volants aux formes inconcevables. Les corporations se font une âpre concurrence pour saillir de cette orgie visuelle. Les symboles inventifs des marques défilent à haute vitesse, et Aurel se trouve soudain happé. Aldin, Trantor, Gestark, Blue Dream, Lukon, Dien, Roma, Robodin, Aleph, Kiotek, Vesda. Plus calmes et didactiques, des projections font une démonstration de performance des ordinateurs quantiques au service des Mantrix, les intelligences artificielles qui régulent la cité-continent. Depuis son point observation, Aurel note ce qui n'a rien d'un détail. À l'endroit où les gradins s'étirent jusqu'à l'arène, les panneaux Mantris sont à l'exacte hauteur des bâtiments de pierre arcante. Mais plus le regard monte et s'approche des tribunes d'honneur, plus les structures métalliques d'albémètre et de carbassier s'élèvent jusqu'à atteindre une hauteur inégalée, 3 fois plus haute que la muraille d'en face. Le message architectural est clair. Mantris domine. Ils peuvent le croire. Se dit Aurel qui se souvient du dicton en usage dans le Rift. On ne construit pas ce que l'on veut être. On le devient. Arcantes et Mantris peuvent bien se mesurer, se comparer ou se détester. Tout cela n'est rien. Rien au regard de l'énergie qu'il porte. Rien à l'échelle de sa propre haine. Car si l'apologium illustre mieux que tous les discours possibles la fracture qui sépare Arcante et Mantris, leur vision irréconciliable de l'existence, il montre également autre chose. Une absence. Un oublié. Le Rift. Rien ici ne fait référence au territoire dévasté dans lequel Aurel a grandi. Rien, à part le sable de l'arène foulé aux pieds, gorgé de sang stérile et brûlant, qui semble être l'antre, le campement de la mort. Un sable sur lequel il risque bientôt de mourir, pour le seul amusement des 2 frères ennemis. Aurel abandonne son poste d'observation et va s'asseoir un peu plus loin, dos calé contre le mur. Le moment d'entrer dans l'arène viendra bien assez tôt. Attendre en guettant la bonne occasion, il sait faire. C'est un impératif de survie quand on grandit dans le Rift. Toute la question est de savoir si, comme Hanzo, il restera le dernier debout. N'importe qui à sa place aurait les tripes essorées de trouille face à la quasi-certitude d'y laisser sa peau. Quel gladiateur assez fou peut entrer dans l'arène sans appréhension? Pourtant, Aurel arrive à gérer son angoisse, à la rationaliser pour mieux la maîtriser. La mort lui souffle sur la nuque, mais il parvient à continuer de regarder droit devant lui, car il a un but, un objectif qui dépasse sa simple personne, une mission plus grande que lui. Qu'importe les risques, il doit mener son plan à bien, rendre aux Forgotten leur place dans ce monde. Il est leur champion, le dépositaire de tous leurs espoirs. En tout cas, c'est ainsi qu'il aime à se considérer. En réalité, rares sont ceux qui connaissent ses intentions, même parmi les Forgotten. Pour réussir, le secret est nécessaire. Il n'empêche, le Rift finira par retrouver son rang au sein du continent d'Artelium. Atteindre cet horizon ultime exigera du temps, de l'audace et beaucoup de chance. Se faire remarquer à l'apologium n'est que la première étape de son plan, de leur plan, car il n'est pas seul aux commandes. Hé toi! Aurel a tout juste le temps de fermer les yeux avant qu'une giclée de sable ne l'atteigne au visage. Placide, il époussette son bouc, se tourne sur le côté, crache le sable qui crisse entre ses dents en prenant soin de ne pas se montrer provoquant. Enfin, il lève les yeux vers son agresseur. C'est le type en combinaison.
Vu de près, son visage émacié et son regard halluciné trahissent le fou dangereux, une impression renforcée par sa tignasse sauvage. Sa combinaison synthétique n'a pu être fabriquée qu'à Mantris. Elle est sertie d'étranges capsules contenant un liquide bleu électrique qui accroche les rayons du soleil. Aussi moulante qu'une seconde peau, la tenue souligne la moindre fibre de ses muscles. Aurel n'y entend rien, en science ou en rituel, mais il connaît les hommes. Il est facile de décrypter la peur déguisée en agressivité, inutile d'être particulièrement doué pour cela. Mais son instinct décèle aussi une pointe d'arrogance, un excès de confiance étonnant pour qui est sur le point de mettre sa vie en jeu. Ce type possède un atout décisif dans sa manche, un avantage qu'il n'est pas censé détenir. Aurel prend soin de noter l'information. La provocation est maladroite, mal maîtrisée, un peu enfantine même. La situation sent l'impasse à plein nez. Pour Aurel, la meilleure solution serait de répliquer sans attendre, de lui planter sa dague dans l'œil et de faire un quart de tour à la lame, histoire d'assurer le coup. Malheureusement, ce n'est pas une option. Il doit remporter la victoire dans l'arène, pas dans son antichambre. C'est à toi que je parle, illusionniste. Aurel dissimule un sourire moqueur. Illusionniste ? Sûrement une insulte menterie pour désigner les mages d'Arcante. Tant mieux, qu'il continue à le prendre pour l'un d'eux. Tu me réponds quand je te parle. L'autre commence à s'agacer. D'un coup de pied, il lui envoie une nouvelle envolée de sable. Aurel le laisse faire avant de rejouer la même séquence. Bouc, crachat, regard. S'il continue, ce crétin va les faire remarquer, il faut couper court. Il pose les bras sur ses genoux repliés pour bien signifier qu'il ne cherche pas les ennuis. Parce qu'on t'a coupé la langue en plus. Non, mais je trancherai bien la tienne avec mes dents. Aurel se retrouve entre deux feux. Le mantri prendra la moindre réponse comme une provocation. Pareil s'il reste muet. Il décide de biaiser. L'arène est le seul endroit où je me bats. Tu te chies dessus, hein? J'ai mis des langes, rassure-toi. Aurel surjoue la peur. C'est une vieille compagne qu'il a apprivoisée. Malgré sa petite vingtaine d'années, il en connaît déjà tous les visages. L'appréhension du combat qui électrise, l'angoisse d'une vilaine blessure qui broie les tripes, la terreur de mourir qui paralyse ou transforme en machine de guerre. Il sait tout de la peur. Il a fait d'elle une alliée, une amie, une amante. Elle reste cependant un fauve qui va mordre au moment où on le croit dompté. Le mantri, lui, a du mal à gérer son anxiété, d'où son besoin de jouer les matamores. Pourvu qu'ils nous mettent pas ensemble. Je suis pas venu pour perdre. Tu flippes tellement que tu dis perdre au lieu de mourir. Aurel se contente de hausser les épaules. Lui aussi espère ne pas faire équipe avec quelqu'un d'aussi nerveux. Il y a pourtant une chance sur 4 pour qu'il soit forcé à collaborer pour éliminer les autres duos. Pour Aurel, ce principe d'association est idiot, une façon tordue d'évoquer la guerre des héros. Ce qui est plus stupide encore, c'est d'organiser la compétition en plein cœur du Rift. Depuis que la zone a été ravagée à la fin des hostilités, magie et technologie n'y fonctionnent que de façon erratique. Plus les équipements sont perfectionnés, plus les sorts sont complexes, et plus les effets sont imprévisibles. Personne ne comprend exactement pourquoi. Ni les scientifiques, ni les mages. Alors pourquoi y avoir bâti l'Apologium ? Peut-être pour priver les participants de leur pouvoir, pour les obliger à compter avant tout sur leurs capacités propres, pour donner un semblant d'équité à la compétition. Au fond, c'est peut-être là le rôle du Rift. Montrer que, privés de leur puissance, Arcante et Mantris ne valent pas mieux que les Forgotten. Qu'ils sont à la portée de revanche. Tu m'entends, connard? Insiste Combinaison Intégrale. Vif comme l'éclair, il saisit Aurel par le col de sa chemise et tire dessus pour le forcer à se relever. Le Forgotten accompagne le mouvement, mais sous la pression, le tissu se déchire, révélant le collier qu'il porte au cou. Tu vas crever, minable. Que tu te mettes sur ma route ou pas, je vais t'ouvrir le bide. Pour appuyer sa menace, il lui arrache le collier. Il porte à hauteur de son regard la pièce d'ambre chatoyante qui y est accrochée. Il émet un sifflement approbateur, impressionné par l'éclat de la pierre. Il la fait disparaître dans son poing en jetant un regard provocateur à Aurel. Pour la peine, ça, je le garde. Aurel ne réagit toujours pas. Il se contente de rajuster sa chemise déchirée. Il contrôle la situation, à sa manière. Frustré, l'autre s'éloigne en maugréant, agacé par un insecte qu'il chasse d'un revers de la main. L'ambre est ce qu'Aurel a de plus cher. Pourtant, à cet instant précis, où le secret de son origine est plus précieux encore, il préfère ne pas réagir. Il sait se montrer pragmatique. Soit il meurt pendant l'abolition, et le vol n'aura plus d'importance, soit il l'emporte. Et alors, il récupérera son bien sur le cadavre de ce furoncle de kobold, quand lui, Aurel, l'aura décidé. Pour le moment, il se rassied, joue des épaules pour mieux se caler contre le mur, et attend. Patienter en guettant la bonne occasion,
il sait faire.